Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Bienvenue dans ce premier podcast de 7ème dimension. Donc à la question combien de fois j'ai enregistré cette intro, je dois être à la 20e ou à la 50e fois, donc va falloir y arriver. Donc ce podcast, ça fait quasiment un an qu'on l'a teasé et il a fallu pas moins d'une pandémie en fait pour qu'on puisse se poser et ne plus avoir d'excuses pour enregistrer ce premier podcast. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est 7ème dimension en fait c'est un fanzine qui a 18 ans, ouais ça fait quand même une paye, ce qui fait que ça fait de moi un vieux con, hein, je vais approcher la quarantaine. Donc 18 ans qu'on édite de manière irrégulière un magazine non professionnel. Alors ça ressemble à quelque chose de professionnel, hein, mais ce n'est pas vendu en point presse et ce n'est pas soutenu par quelconque organisme de l'État. Donc on fait ça de manière, on va dire, frondeur, de manière autonome et en fonction de nos possibilités. Donc quand on a essayé de créer 7ème dimension à l'époque, c'est qu'on en avait un petit peu ras le cul de ces magazines qui traitaient le genre de haut et ça devenait de moins en moins fun, ça devenait très académique, donc on avait essayé modestement d'amener un vent de folie, on va dire de manière écrite, et un soupçon de liberté dans nos propos. Donc on a laissé tomber un petit peu l'édition du magazine. Alors c'est pas perdu, hein, on a toujours en tête de vouloir sortir une nouvelle version papier, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps et puis beaucoup de raisons personnelles et professionnelles et familiales aussi font qu'on ne peut plus consacrer autant de temps à l'édition de ce magazine. Par contre c'est vrai que le podcast qui me plaît un petit peu dans ce support virtuel sonore, c'est que ça peut s'enregistrer de manière beaucoup plus rapide et ça amène aussi quelque chose que le magazine papier ne peut faire. C'est-à-dire que écouter un podcast, parce que j'en écoute régulièrement en fait, hein, de tout genre, hein, sur la musique, sur le cinéma, et écouter un podcast, eh ben, on peut le faire à des moments de la journée où on ne peut rien faire d'autre. Par exemple quand vous êtes dans les bouchons, sur le périphérique. Donc là, vous pouvez écouter du podcast, de l'audiobook quand vous faites du sport, la nuit quand vous allez vous coucher, ou quand vous faites une pause. Donc c'est vrai que c'est un format que je trouve incroyable, dans le sens où ça s'écoute facilement et partout. Donc le podcast, pour moi, c'est une solution qui est, on va dire, viable pour l'existence de 7ème dimension. J'aurais pu me positionner sur du youtubage, voilà, c'est-à-dire fabriquer des petites vidéos mises régulièrement sur le net, mais c'est un petit peu la même chose que le papier. Ça a demandé du temps en termes de montage, d'édition, etc. Et on va perdre un petit peu le côté instantané que peut avoir le podcast. Là, par exemple, je suis en train de vous parler et j'enregistre sans avoir préparé forcément de texte. Ça, c'est un petit peu le but derrière ce podcast, c'est aussi de pouvoir parler librement sans forcément s'organiser, donc un minimum quand même, mais vraiment d'avoir une certaine liberté d'exécution. Donc cette petite intro sur ce qu'est 7ème dimension, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, pour ceux qui voudraient commander les numéros existants, le site est toujours viable, la boutique fonctionne, donc bien entendu on est en période de confinement, donc ne commandez pas des magazines ou des numéros maintenant, ils ne seront pas imprimés du coup pendant cette période. Par contre on peut mettre votre commande de côté et vous la livrer à la fin du confinement, donc on va dire vers le mois de mai, donc ça c'est possible, hein, vraiment. Et je tiens à le redire une nouvelle fois, j'affectionne particulièrement l'objet, et oui, le format papier va revenir. Donc je pense plutôt sur une version annuelle, un petit peu plus épaisse, pour se rapprocher de ce que font nos confrères de chez Rokirama, peut-être ce qu'on appelle un MOOC, voilà. Donc
du coup, pour en venir à ce podcast, quel est le mode d'emploi? Comment utiliser ce podcast? Eh bien, dites-vous bien que dans un premier temps, en termes de sujets, on va essayer de traiter des sujets entre guillemets dits froids. Qu'est-ce que ça veut dire des sujets froids? C'est un terme que j'ai pu entendre dans un podcast qui se nomme Inoxydable sur la musique métal. Et c'est vrai que l'instigateur de ce podcast disait qu'il traitait de sujets à froid. Donc ça veut dire avec un minimum de recul. Donc pour ce premier numéro, nous, on va aborder par exemple le sujet de la VOD. Donc le vidéoclub d'aujourd'hui. Et demain, peut-être que je traiterai des nouvelles éditions collector Blu-ray, ou peut-être par exemple de la filmographie de Kevin Smith. Donc ce qui est fou avec ce format-là, en fait, c'est que on va avoir la liberté de traiter de n'importe quel type de sujet. J'attends aussi des réactions de votre part. Donc ça, c'est un petit peu le côté radio, mais en différé. Donc n'hésitez pas sur les pages Instagram, sur la page SoundCloud, sur la page Facebook, à commenter, à faire des suggestions. Si elles sont valables, je les prendrai en compte. Si elles ne le sont pas, eh ben, autant vous dire que j'en ai rien à foutre, voilà, techniquement. Donc en termes de mode d'emploi aussi, et de petits manuels de ce podcast, c'est un petit peu aussi un retour à la liberté d'expression. Oui, on va traiter de cinéma de genre, mais ce qu'on faisait déjà dans 7ème dimension dans le magazine, c'était traiter du cinéma de manière large, donc le plus large possible, et en traitant de sujets de société. Donc moi j'ai remarqué, du haut de mes bientôt 40 ans, donc mon côté un petit peu vieux con, j'ai remarqué qu'on vit dans une période qui est assez compliquée, c'est-à-dire que, et là je m'adresse à tous les tweetos, entre guillemets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel type de propos peut vite être classé comme anticlérical, sexiste, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on va avoir un propos qui sort un petit peu de l'ordinaire, eh ben, ça va susciter des réactions, du lynchage médiatique, presque on va nous foutre le feu comme à l'époque de la chasse aux sorcières en pleine rue. Et ça commence un petit peu à me gonfler. Donc oui, ce podcast, il sera vulgaire, oui, on traitera des sujets, oui, et je m'adresse aussi dès à présent aux espèces de nazis de l'internet aussi. Non mais moi je vais le dire avant toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais traiter d'un réal, quand je vais traiter par exemple de l'année de sortie d'un film, ouais, j'essaierai d'être le plus exhaustif possible, mais au final, à un moment donné, on s'en fout de à quelle heure est né le réalisateur, dans quel hôpital, que son cousin ça soit un autre réalisateur. À un moment donné, l'idée c'est de traiter les thèmes avec décontraction. Donc il faut bien entendu être exhaustif sur l'élément, le sujet qu'on va traiter, mais au bout d'un moment, là le truc de mais moi je sais, ou t'as oublié de parler de ça, ouais j'ai peut-être oublié de parler de ça, et puis peut-être qu'on s'en fout aussi. Donc ça c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister. Donc effectivement, quel est le but un petit peu avec ce podcast? Ben, c'est de vous amener, et d'ailleurs ça reste vraiment primordial dans cette période de confinement, ben, un vent de liberté, un petit souffle de liberté sur le cinéma de genre, donc déjà d'occuper un petit peu vos journées, et quelque part de faire, oui bien entendu, un petit peu d'audience, c'est-à-dire de la vue, mais sonore. Ça c'est un petit peu le but, et de partager aussi une passion qui nous anime tous et toutes, de remettre en avant des réalisateurs, des filmographies, des films qui ont été passés sous silence, d'essayer d'attaquer aussi, de prendre un peu de recul sur certains sujets, comme par exemple la VOD. Ouais, je pense que c'est un sujet intéressant, de voir qu'il y a du bon et du mauvais, et que finalement ça remplace le vidéoclub que nous, enfants des années 80, nous avions. Donc c'est vraiment le but de ce podcast, c'est de prendre du recul, prendre un peu de plaisir. J'agrémenterai ça de petites touches musicales. Donc je ferai une petite rubrique news qui sera les news qui me passent par la tête. Donc vraiment, c'est amener un côté pointu et en même temps décontracté et décalé sur le cinéma de genre. C'est un petit peu ce qu'on faisait déjà avec 7ème dimension à l'époque. Autre sujet que je voudrais aborder, des podcasts sur le cinéma. En fait, il y en a déjà quelques-uns. Je pense à toute la fine équipe derrière Capture Mag qui viennent de sortir Stéroïde, un petit podcast audio autour du cinéma d'action sur un format assez court qui va de une demi-heure à 1 heure, et je pense que c'est un format que j'aimerais atteindre, parce que passer 3 heures à écouter un podcast, à un moment donné, ça devient chiant. Il y aura des hésitations, il y aura des comme vous entendez maintenant, ça on peut pas l'éviter, parce que je veux amener aussi une forme d'immédiateté,
alors je monterai un petit peu les choses, mais j'essaierai de les retoucher le moins possible. Il y aura du featuring, j'espère que mon compère de toujours, Peterson, voudra bien participer à ce podcast. On verra si on peut traiter de ces rubriques qui sont les Welcome to the 90s à l'intérieur du podcast. Ça, c'est encore à travailler. Donc j'ai pas mal d'idées, donc le support évoluera au fur et à mesure, et je vous garantis que ça sortira plus rapidement quand même que la version papier. Donc ça, c'est un petit peu l'idée derrière. Voilà un petit peu le point que je voulais faire au niveau des attentes que j'ai et au travers de ce nouveau support qu'est le podcast. Donc là maintenant on va embrayer sur une partie, je vous recommande quelques films. Alors dans cette période de confinement, je vais faire une petite sélection. Donc la petite sélection que je vous propose, c'est des films autour de la contagion bactérienne, autour d'une contagion virale. Donc le premier qui arrive en tête et qui était prémonitoire et que j'aime beaucoup en fait, hein, qui prend un peu plus de sel au fur et à mesure des revoyures, c'est le Contagion de Steven Soderbergh. Donc casting 4 étoiles, on a du Jude Law, on va avoir aussi à l'intérieur du Scarlett Johansson, vous allez avoir du Matt Damon, du Gwyneth Paltrow. Donc au niveau de ce jeu d'acteur, c'est assez bien fait quand même, et c'est traité sur un mode un petit peu docu. Voilà, c'est un petit peu la caractéristique de Steven Soderbergh, hein, réalisateur de Trafic au passage. Donc le Contagion de Steven Soderbergh, c'est 2011, je vous le conseille. Donc les commandes Amazon fonctionnent toujours. On ne traitera point de téléchargement illégal dans ce podcast, parce que ce n'est pas une pratique que je soutiens. Donc voilà, je reste un fervent collectionneur de films. Vous avez des plateformes de VOD, donc des artistes boss, voilà, donc il est temps de leur rendre justice. Donc premier film, Contagion. Autre film qui arrive en deuxième position, c'est le Alerte de Wolfgang Peterson avec Dustin Hoffman et René Russo notamment, et Kevin Spacey. Donc celui-là, c'est, on va dire, une version un peu plus orientée action, rigolote au 10e degré, donc sur une variante du virus Ebola. Donc film à gros budget à l'époque et qui fonctionne toujours aussi bien. Ensuite, je vous conseillerais, alors bizarrement on va vite intervenir, qui dit virus, viralité, dit forcément à un moment donné zombie et infecté, voilà, ça va être intimement lié. Et au final le World War Z de notre ami, produit par notre ami Brad Pitt et interprété par Brad Pitt, qui n'est pas un grand film, mais que je classerais en fait dans la catégorie des films, on va dire à gros budget, un peu Z. Il y a un Z dans World War Z, mais là c'est pas le même Z, que on peut revoir avec plaisir. Voilà, moi je me le fais régulièrement, on va dire une fois par an, avec deux Roland Emmerich qui vont être 2012 et le jour d'après. Oui, hein, c'est pas défendable, mais dans la situation actuelle, voilà, World War Z se regarde encore très très bien. Quelque chose de plus qualitatif, la quadrilogie Rec de notre ami Romé Balaguerro et Paco Plaza aussi, en binôme ou en solo, ça dépend des épisodes, hein. Les deux premiers sont en binôme et ensuite c'est chacun fait le sien. Donc cette quadrilogie fonctionne bien au niveau des infectés, et bien entendu après je vous laisserai rajouter tout ce qui va rentrer dans la catégorie du zombie infecté, comme dernier train pour Busan, ou même la série The Walking Dead et les films fondateurs de Romero et les moins fondateurs de Romero et tout ce qui s'ensuit. Donc ça peut être une bonne sélection en période de confinement. Au niveau des news complètement stupides qu'on a pu voir passer, donc pour ceux qui ont déjà lu notre zine, notre canard, vous savez qu'on affectionne beaucoup les gros bras, d'autant plus qu'ils sont stupides. Alors news stupide du moment, notre très cher Vin Diesel s'est vu couper l'herbe sous le pied par le virus, c'est-à-dire notamment au niveau de la campagne marketing de son Bloodshot et de son futur Fast and Furious 9. Et Monsieur Vin Diesel a dit une chose qui m'a semblé mais extraordinaire, alors extraordinaire et rigolote et complètement stupide aussi, c'est-à-dire que Monsieur Vin Diesel était prêt à aller avec ses films sous le bras défendre, on va dire, ces films-là en Chine.
malgré le coronavirus. C'est-à-dire qu'il a fait une petite, on va dire qu'il a fait une petite intervention sur les réseaux sociaux en disant que, en hommage aux personnages, aux soldats qu'il incarnait, voilà, ces soldats-là, ben, ils n'ont pas forcément le choix, ils sont envoyés sur le front pour aller sauver les gens, et ben lui, comme il incarne en fait ces personnages-là, et ben du coup, il voulait faire la même chose, c'est-à-dire aller en Chine. Et du coup, ben, ses camarades de jeu, notamment sa famille de Fast and Furious, dit t'as qu'à y aller tout seul. Et au final, le gouvernement américain lui a dit tu vas rester chez toi comme tout le monde. Donc, dommage, Vin, tu te croyais plus fort que le coronavirus et tu resteras bien chez toi comme tout le monde. Au niveau de la rareté, pas VOD, mais direct to Blu-ray, donc directement sorti en Blu-ray, vous savez qu'on affectionne particulièrement à 7ème dimension le réalisateur Kevin Smith. Kevin Smith, c'est le View Askew Universe, c'est un ensemble de personnages qui font partie de la boîte de production View Askew, qui est la sienne, et il a appelé ça le View Askew Universe. C'était bien avant le MCU, le Marvel Cinematic Universe, donc des personnages qui reviennent régulièrement dans les mêmes films. Donc c'est un réalisateur qui a eu son début de reconnaissance à Sundance avec son premier film qui s'appelle Clerks, les employés modèles, et du coup Clerks a mis en place les bases de ce View Askew Universe avec des acteurs récurrents, notamment Jay et Silent Bob, c'est-à-dire deux dealers de bœufs qui reviennent régulièrement dans les aventures des différents personnages du View Askew Universe, et ils ont eu droit à leur propre film qui était Jay and Silent Bob Strikes Back, en hommage au titre américain de The Empire Strikes Back, l'anglais va falloir abandonner, je pense, donc l'Empire contre-attaque. Donc ça a donné Jay et Bob contre-attaque en version française. Et sachez qu'il y a eu une suite qui s'appelle Jay and Silent Bob Reboot, voilà. Donc c'est un petit pied de nez du réalisateur Kevin Smith au niveau des reboots qui sont faits actuellement aux États-Unis. Et du coup, ce film-là est sorti le mois dernier en France, directement en Blu-ray, et personne ne le sait. Donc j'ai pu voir ça, c'est quand même très très bien. Et forcément, pour ceux qui n'ont pas vu les films précédents, vous allez rien y comprendre. Donc ne vous inquiétez pas, je prévois un podcast dédié à monsieur Kevin Smith. Mais par contre, pour ceux qui ont suivi sa carrière, je vous conseille de vous le procurer. Moyennant la somme moyenne de 20 balles, vous pourrez vous faire une nouveauté en Blu-ray directement installée chez vous dans votre canapé. Allez, c'est parti, il est temps d'attaquer le sujet de ce premier podcast qui est pour ou contre la VOD. Voilà, donc à l'issue de ce podcast, on pourra répondre à cette question qui est sur toutes les lèvres et qui occupe tous les esprits en ce moment. Donc du coup, la VOD, déjà on va définir ce que c'est. Donc la VOD, c'est de la vidéo à la demande. Donc c'est-à-dire que c'est souvent lié à du streaming, donc soit sur de la box internet, soit sur des applications dédiées sur internet. Donc c'est-à-dire que moyennant finance, vous pouvez louer ou acheter ou posséder, on va dire, un film de manière numérique sur votre box ou sur une application dédiée. Donc c'est complètement à l'inverse du support physique. Donc je vous avoue que j'ai mis un peu de temps à me mettre à la VOD parce que à un moment donné, moi j'aime bien posséder les choses. Voilà. Donc j'aime bien collectionner les films et surtout ne pas être tributaire, on va dire, d'une plateforme ou d'une box, voilà, qui ne marcherait plus. Et j'aime bien, voilà, me dire que si j'ai envie de voir ce film, je peux le regarder à n'importe quel moment parce que je le possède. Voilà. Donc ça, c'est une petite définition de ce qu'est la VOD. Alors la VOD, ça a commencé, on va dire, avec des plateformes toutes simples en fait où on pouvait acheter ou louer du contenu vidéo. Donc ça a commencé un petit peu avec iTunes. Vous avez eu aussi Canal+ qui s'est positionné avec Canal Play, et ensuite tous les services de VOD liés à vos fournisseurs d'accès internet.
que ça soit Free, que ça soit SFR, que ça soit Orange, voilà, qui proposent, eux, leur plateforme locative de films. Donc là, on est complètement éloigné, en fait, d'un service comme Netflix ou Prime Video. Là, c'était vraiment pour définir ce qu'est la VOD. Cette VOD, au final, c'était une reformulation de ce qu'était le vidéoclub dans les années 80, 90, début 2000, mais en version numérique. C'est-à-dire que vous allez dans un vidéoclub, vous louez un film, vous le regardez, on va dire, pendant 24 heures, 48 heures, et après vous le ramenez. Vous ne possédez rien. Voilà. Donc, ce qui faisait le charme d'un vidéoclub, c'était bien entendu les tenanciers ou tenancières de ces boutiques-là, voilà, qui étaient normalement les 3 quarts du temps des férus de cinéma, donc on pouvait se faire conseiller un film par ces gens-là. C'est pas le cas sur une plateforme de VOD classique de location de films. Voilà, vous voyez arriver un top du moment, et ça ressemble plus à ce qu'étaient devenus à la fin les vidéoclubs, c'est-à-dire des sortes de vidéos futures. Donc pour les vieux qui écoutent ça, ou les plus jeunes qui ont pu connaître ça avec leurs parents, les vidéos futures, c'était la version Gaumont multiplex du vidéoclub, c'est-à-dire un top des films qui sont loués et des gens interchangeables au guichet qui au final n'en avaient rien à foutre de vous conseiller un film. Petite anecdote quand même sur les vidéoclubs, c'est que à l'époque quand même, ce qui était assez rigolo avec les tenanciers des vidéoclubs, c'est que les 3 quarts du temps c'était un petit peu des pervers. Moi j'ai une anecdote sur un vidéoclub que je fréquentais avec mon comparse Peterson, c'est que le mec il nous demandait si on avait une grande sœur, et il n'hésitait pas à nous conseiller par exemple un film comme Color of Night, où Bruce Willis était à moitié à poil du début à la fin du film. Toi t'étais venu chercher un film d'action, et lui en fait il avait proposé un film où il y avait un mec avec sa tub à l'air pour ta grande sœur. Donc voilà, ça c'était le côté un petit peu rigolo du vidéoclub. Bon, ça apparaît pas sur les plateformes de VOD aujourd'hui, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, du coup, au niveau de cette VOD, très très vite, un Américain du nom de Reed Hastings, en 1997, décide, lui, de proposer aux États-Unis la possibilité de louer ce film en ligne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire louer ce film en ligne en 97? C'est, tu sélectionnes le film, tu le commandes, tu as un DVD qui arrive chez toi, voilà, tu le regardes, tu en recommandes un autre, tu renvoies le précédent, et ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça qu'en fait, il a créé sa société Netflix pour de la location, en fait, de films chez soi à domicile. Donc tu n'avais plus besoin d'aller au vidéoclub, en gros. Et au fur et à mesure, avec l'émergence du coup des fournisseurs d'accès internet, l'augmentation des débits, il a commencé à proposer ce qu'est aujourd'hui ce qu'on appelle le streaming. Voilà, le streaming, c'est la possibilité, voilà, de quoi? De télécharger en lecture un film et de le regarder quasiment en temps réel. Parce que nos débits, aujourd'hui, en fonction des résolutions et des qualités, nous permettent de regarder le film en temps réel. Mais l'acte de streaming, c'est quoi? C'est de mettre en cache, en mémoire tampon, un flux de données en mégabits par seconde. Voilà, ça c'était le côté technique. Voilà. Donc très très vite, il met en place une plateforme de streaming, un vidéoclub en ligne, on n'a plus besoin de recevoir le DVD. Donc ça marche du tonnerre. Et à un moment donné, lui vient l'idée toute simple, c'est de fabriquer lui-même son propre contenu. Et ouais, cette idée, elle est pas conne. Voilà, c'est-à-dire que, ouais, s'il fabrique lui-même son propre contenu, le retour sur investissement est important, moyennant un abonnement, du coup, mensuel. Cet abonnement mensuel lui permettant de faire l'appel de fonds pour fournir ses propres contenus et produire ses propres contenus. Quand on commence déjà à avoir cette logique, c'est qu'on est déjà en train de réfléchir comme un studio de production. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que entre 2013 et 2020, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Netflix est devenu une major cinématographique. Une major, c'est-à-dire un grand studio. Et ça a fait du mal à tout le monde, jusqu'au Festival de Cannes, chers amis. Donc, de 97 jusqu'à 2010-2011, donc sa plateforme s'étoffe. Il met en place du coup un algorithme. Un algorithme, c'est quoi? Ça va être un petit, pour résumer hein, grossièrement, parce que je sens déjà là les geeks et les nerds derrière. Ouais, c'est pas ça un algorithme. Mais écoute, mon ami le geek, on est là pour expliquer ça au manant, au chaland. Donc on va résumer ça de manière succincte. Donc qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Ça va être un petit bout de code, voilà, un petit robot, un petit software qui va analyser en fond de tâche en fait chaque action de l'utilisateur. Et à partir de cet algorithme, en fait, il peut prédire en fait les goûts
des utilisateurs sur la plateforme Netflix. Donc prédire les goûts, c'est aussi du big data, voilà, c'est utiliser cette data pour pouvoir prévoir et proposer du contenu qui soit en adéquation avec la demande. On est très très loin en fait de la logique d'un producteur-réalisateur comme James Cameron ou Steven Spielberg qui eux font leurs films et qui se disent après bah tiens ça a plu au public, voilà, mais ça me plaisait à moi, voilà. Ce que je fais une petite parenthèse sur James Cameron parce que souvent il s'est retrouvé à la tête de budgets colossaux et forcément il n'y avait pas forcément d'attente publique. Et du coup, il arrivait quand même à prédire les attentes parce qu'il était connecté sur ce qu'attendait, sur ce que voulait voir en fait le public. Là du coup on a une forme un peu plus cynique, c'est-à-dire que quand vous êtes sur Netflix, vous êtes analysé dans votre action, dans le temps de durée, le temps de pause, si vous regardez ça, tant de temps, plutôt ça, et en fonction de toutes ces actions en fait, eh ben, ils vont déterminer quel type de contenu va vous intéresser. Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme de Netflix. C'est un peu le côté Big Brother. Donc du coup, il met en place une plateforme de streaming au top, donc un algorithme au poil, et en 2013, il produit son premier contenu original Netflix, qui est House of Cards. Et il fait pas appel à n'importe qui pour faire ce type de contenu, il fait appel à monsieur David Fincher. David Fincher, c'est quoi? C'est Fight Club, c'est Seven, d'accord? Et c'est quoi d'autre aussi, monsieur David Fincher? C'est Gone Girl aussi, donc c'est Alien 3, pourtant je ne l'aime pas Alien 3, mais c'est quand même Alien 3, donc c'est pas mal de films qui ont marqué leur époque, et un réalisateur costaud. Donc il fait appel à ce réalisateur pour chapeauter le côté production, réalisation, esthétique de cette œuvre-là. Une œuvre, on va dire un peu inside politique américaine, Magouille et compagnie. Donc, et ça marche direct, ça marche de suite. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce contenu arrive en 2013, mais la plateforme Netflix n'est pas encore disponible en France. Donc aux États-Unis, c'est diffusé sur Netflix. House of Cards, ça sera un partenariat, une diffusion sur Canal+ notamment. Courant 2014, c'est le grand débarquement de la plateforme en France. C'était attendu comme le Messie, et même votre principal interlocuteur, c'est-à-dire moi ici présent, je l'ai attendu un petit peu comme une révolution. Donc oui, effectivement, on est mis à notre disposition dès le lancement de la plateforme, donc les créations originales telles que House of Cards ou Orange is the New Black, et ensuite un catalogue de films issus de différentes majors telles que Warner Bros, Fox, Universal. Donc je me permets une petite parenthèse sur le fonctionnement de ce dit catalogue, et il y a, on va dire que le consommateur n'avait pas pris l'habitude en fait de ce type de fonctionnement, c'est-à-dire que les films qui sont mis à disposition ne sont là que pour une durée limitée. Et ça, c'est un petit peu le gros problème en fait de ce catalogue. C'est-à-dire que moi qui suis un fervent consommateur de films et qui aime bien posséder l'œuvre, là, je paie un abonnement en fait pour une plateforme qui dispose de films, mais si par exemple j'ai envie de remettre à plus tard le visionnement d'un film issu de chez Warner ou de la 20th Century Fox, il se peut que au moment où je décide de le regarder, il ne soit plus disponible. Et ça, c'est effectivement un gros problème. Autre problème qui s'est posé du coup avec la création de Netflix, c'est que Netflix a créé un nouveau besoin, a créé un nouveau support et a engendré de la concurrence. Donc Prime Video, mais je pense surtout aussi à Disney. Et Disney, quand il a annoncé qu'il allait créer sa propre plateforme, s'est assuré de pouvoir retirer toutes les œuvres cinématographiques de son studio qui étaient disponibles sur les autres plateformes. Donc aujourd'hui, regarder du contenu Disney sur une plateforme de streaming qui n'est pas celle de Disney, eh ben c'est un problème. Donc la seule solution pour regarder du Disney, c'est d'acheter du Blu-ray Disney, si vous ne voulez pas être adhérent à la plateforme, donc être abonné à la plateforme Disney+. Mais on y reviendra un peu plus tard sur Disney+. Donc ça, c'est un petit peu la problématique du catalogue de films qui est mis à disposition sur Netflix. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce catalogue de films, en fait, il va couvrir différents genres. Donc c'est-à-dire de l'horreur, du fantastique, de la science-fiction, du film d'action. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ben oui, on est en attente de certains films. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, on est lié à une chronologie des médias. Là où pour ceux qui se déplacent en fait à l'étranger, vous rendez aux États-Unis, vous utilisez votre login et votre mot de passe Netflix, vous avez accès à tout le catalogue américain sans cette chronologie des médias. Vous revenez en France, et ben du coup, vous avez accès à certains films et pas les plus récents. Et ça, c'est aussi une problématique, mais ça, c'est lié spécifiquement à la France. Donc pour en revenir au lancement de la plateforme,
a été annoncé dès 2014, ça a été teasé, puis ça a été mis en route en 2015, un partenariat du coup avec Marvel. Donc, ce qu'il faut savoir aussi pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, Marvel, ça appartient depuis quelques années déjà à Disney. Donc il y a un partenariat qui est mis en place pour la création d'un univers télévisé, donc équivalent du MCU, donc Marvel Cinematic Universe au cinéma, mais pour la télévision, et qui serait un petit peu lié de loin en fait à l'univers cinématographique Marvel. Donc est teasé et annoncé comme première série, comme étendard en fait de cette collaboration, Daredevil, développé par le réalisateur Drew Goddard. Donc Drew Goddard, c'est un réalisateur qui est connu notamment parce que c'est un ami proche de notre ami Jean-Jacques Abrams, donc c'est-à-dire J.J. Abrams, non Jean-Jacques c'est pour la blague, hein, donc c'est un comparse, un ami d'enfance de J.J. Abrams. Il a pu bosser en tant que scénariste sur des œuvres telles que Lost par exemple, et c'est aussi le réalisateur de La Cabane au fond des bois et de Saltan à l'Hôtel Royal, et notamment scénariste de Cloverfield, donc pas un inconnu, et c'est lui qui est en charge du développement de la série Daredevil. Donc Daredevil, donc personnage emblématique de l'univers Marvel en bande dessinée, très mal adapté par Mark Steven Johnson avec notre ami Ben Affleck dans le rôle titre. Donc ça c'est quand même un film qu'il faut oublier, qu'on peut classer dans la catégorie nanar. Donc du coup il revient avec ce projet de série télé. L'esthétique est aux petits oignons. En termes de combat, on s'inspire un peu de ce qu'a fait Gareth Evans, notamment sur The Raid, donc c'est-à-dire du combat réaliste à main nue et en plan séquence. Donc c'est quand même super bien fait, c'est très bien casté. Donc Charlie Cox qui incarne Daredevil le fait à merveille, et nous retrouvons cette bonne vieille trogne de Vincent D'Onofrio dans le rôle du Caïd. Donc c'est quand même une réussite incontestable, et comme il y a une volonté de développer un univers du coup télévisuel, d'autres personnages sont développés en parallèle. D'un côté, nous avons le personnage de Jessica Jones, donc qui est à la fois une super-héroïne, mais aussi une enquêtrice, donc on va dire détective privé. Donc il y a cette double activité qui est assez bien retranscrite dans la série. Ce qui est bien aussi, et c'est valable aussi pour Daredevil, c'est que les personnages qui sont adaptés le sont en fonction des moyens de la série télé. Donc on va dire qu'en termes d'effets visuels, avec ce type de personnage, on arrive à contourner les restrictions budgétaires. Et oui, effectivement, on voit clairement que Daredevil a plus de budget que Jessica Jones par exemple. Donc pour Jessica Jones, c'est aussi une première réussite pour cette première saison qui est développée au niveau de ce personnage-là. Et les problématiques commencent à arriver dès le troisième personnage qui est adapté, c'est-à-dire Luke Cage. Donc Luke Cage, ce qu'il faut savoir déjà, juste pour la petite anecdote, c'est que le nom de famille Cage, c'est aussi ce qu'a choisi, c'est ce nom qu'a choisi Nicolas Coppola, qui s'est fait ensuite appeler Nicolas Cage. Donc c'est de là que ça vient, c'est en hommage au personnage. Donc Luke Cage, il est aussi connu sous le nom de Power Man dans les bandes dessinées, donc c'est quand même un super-héros mastoc qui est quasiment invincible. Donc ce personnage, il y avait de grosses attentes, notamment parce que c'est un personnage afro-américain, c'était bien avant l'adaptation de Black Panther, donc il y avait des grosses attentes en termes d'imagerie, de sonorité, de musicalité. Il y avait moyen de faire quelque chose vraiment en hommage à tout ce qui avait été déjà travaillé par Ice Cube, par Boys in the Hood, par Menace to Society, par tous ces films qui ont dépeint en fait la réalité afro-américaine aux États-Unis. Il y avait vraiment de grosses attentes, et au final, j'ai envie de vous dire, c'était quand même bien de la merde. Donc déjà le personnage central qui est interprété par Mike Colter, il est emballé dans le cul, donc il est en termes d'expressivité, il est limité à peu près à 2 expressions, c'est-à-dire du fronçage de sourcils, c'est je suis pas content et je suis vraiment pas content. Voilà, donc ça c'est quand même sacrément de la merde. Et alors le pire, je crois qu'on atteint le summum, c'est-à-dire avec les 2 méchants en titre. Alors l'un incarné par Theo Rossi, qui est un transfuge de Sons of Anarchy, et il balade son miscast pendant toute la série avec des lunettes de soleil et des sourires en coin. Donc c'est vraiment très mal joué. Donc là vraiment c'est 0 pointé. Et je crois que la palme elle revient pourtant à l'acteur Mahershala Ali, qui a été oscarisé dernièrement, qu'on retrouve aussi dans Alita Battle Angel, qui est le pire méchant que j'ai pu voir à l'écran dans une série ou dans toute œuvre confondue. Il est nul. Et cette série, en fait, et c'est là où on touche un petit peu, où on atteint les limites de la formule Netflix, c'est que c'est raconter une histoire qui aurait pris
allez, 2 heures en 10 épisodes d'1 heure. Et vous vous retrouvez à voir des méchants qui se réunissent dans des salons en train de boire l'apéro, en train de dire ah ah ah, qu'est-ce que je suis méchant. Non, c'est toi qui es méchant. Oh là là, je suis très méchant. Je vais faire ceci. On se retrouve aux grandes heures de Dragon Ball Z où le méchant va t'expliquer pendant un épisode ce qui va arriver dans l'épisode suivant qui n'arrivera pas avant l'épisode d'après. Donc, pour moi, en tout cas, Luke Cage, c'est de la merde. Donc, on continue en termes de nivellement par le bas. Ensuite arrive Iron Fist avec le plus grand miscast que j'ai jamais vu de ma vie. Vous prenez du coup un super-héros asiatique et vous le faites incarner par un petit bourgeois blanc. Voilà. Donc ça, ce personnage est incarné très très mal par Finn Jones. Donc pareil, Iron Fist, 2 saisons poussives, ça raconte rien, c'est inintéressant. Et visuellement, bah, du coup, il n'y a pas d'argent, donc c'est à chier. Et tout ce petit monde se retrouve en fait dans une série, du coup, l'équivalent du Avenger. Je ne sais pas si vous imaginez. En 2012, Avenger, c'était quand même une date hein, en termes de super-héros au cinéma. Et là, vous avez c'est teasé comme l'équivalent de The Avenger de Joss Whedon, mais en télévision, ça s'appelle The Defenders. Donc The Defenders, ça existe hein, déjà en bande dessinée. Donc c'est une réunion de tous les super-héros, entre guillemets, urbains new-yorkais, voilà. Et donc tout ce petit monde se retrouve à enquêter en fait sur l'ennemi qui est la main, voilà, qu'on retrouve aussi dans la bande dessinée, donc un super vilain équivalent à Hydra si vous préférez pour résumer. Et puis c'est mou, c'est chiant, c'est long, c'est vraiment un rendez-vous manqué. Seul petit bonus intéressant là-dedans en fait, donc gardez bien en tête que ce qui est valable dans ce partenariat avec Marvel, c'était bien entendu la série Daredevil. Daredevil, ça aura permis l'émergence en fait d'un vrai putain de Punisher. Voilà. Donc le Punisher, c'est un personnage qui a toujours été mal servi au cinéma. Donc pour une adaptation qui était quand même correcte, qui était celle avec Dolph Lundgren, tout le monde a tendance à l'oublier, mais Mark Goldblatt, quand il fait son film en 1989, The Punisher, il choisit Dolph Lundgren, donc il le teint en brun, et ça marche quand même plutôt bien. Voilà. Ensuite s'ensuit une adaptation foireuse avec Thomas Jane et John Travolta dans le pire rôle de méchant qu'on ait vu au cinéma également. Donc ce film est oubliable. Et aussi un Punisher Warzone ultra bourrin sorti d'on ne sait où, du coup avec un transfuge de Rome dans le rôle principal. Donc qui lui fait le taf. Donc le Punisher, c'est quand même un personnage qui avait été jusque-là très mal adapté. Et là, il trouve une incarnation parfaite en John Bernthal, qui était déjà l'antagoniste de The Walking Dead, donc qui incarnait le personnage de Shane. Et oui, tous ceux qui ont regardé la première saison de Walking Dead, voire la saison 2, se sont dit que oui, effectivement, celui qui portait les burnes en fait dans The Walking Dead, c'était Shane et non pas Rick. Voilà. Donc l'acteur John Bernthal, tout en mâchoire serrée, incarne un Punisher qui fait plaisir dans Daredevil. Du coup, il fait tellement plaisir dans ses interventions, dans ses cassages de nuque et dans ses punchlines que Netflix décide de lui offrir sa propre série. Et là, patatras, de nouveau, on se retrouve dans de la merde. Et pourtant, la bande-annonce promettait beaucoup. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Une série qui s'appelle The Punisher. Le but premier du Punisher, c'est de punir les méchants. Et vous regardez en fait cette série, vous regardez notamment la saison 1, et le Punisher, il passe le plus clair de son temps à faire des travaux d'intérêt généraux, à se poser des questions existentielles du genre « Oh là là, qu'est-ce que la vie est horrible, oh, ils sont vraiment trop méchants les méchants », pour démarrer, au bout de 4-5 épisodes, à aller briser des nuques. Là, vraiment, il y a aussi une mécompréhension de ce qu'on attend du Punisher. Le Punisher, c'est un anti-héros violent, et c'est tout ce que ça doit offrir. Pourtant, c'est pas compliqué quand même. Donc, du coup, première saison du Punisher en dents de scie, on lui met en plus un acolyte digne des grandes heures de la série Flash, c'est-à-dire un geek derrière un clavier. On n'en a rien à branler du sidekick à côté. Voilà, donc on passe plus de temps à régler les problèmes conjugaux du sidekick qu'à voir en fait notre bon vieux Punisher en action. Le Punisher passe même quelques épisodes dans le coma. Je sais pas si vous imaginez. Donc ça, c'est des ficelles scénaristiques qui étaient déjà utilisées dans des séries, dans des soap-opéras dans les années 90. C'est-à-dire l'actrice, par exemple, est enceinte ou l'acteur s'est fait mal, on le met dans le coma. Ben là, on vous met le Punisher, du coup, dans le coma pendant 2 épisodes. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Donc autant de vous dire que quand Netflix a annoncé la fin du partenariat avec Marvel,
Ouais, j'étais content que ça se termine parce que franchement, là, ils avaient fait du grand n'importe quoi. Alors pourquoi cette grosse parenthèse sur ce partenariat Netflix-Marvel? C'est parce que ça annonce déjà les choses qui se déroulent aujourd'hui. C'est-à-dire que Netflix a amené un nouveau mode de consommation, est venu concurrencer les studios sur leur terrain. Donc du coup, ça a donné des idées à Disney. Et Disney, bien entendu, comme elle possède Marvel, et ben elle a commencé à récupérer en fait tous ces personnages, toutes ces licences pour pouvoir les mettre à disposition directement sur sa plateforme. Donc de 2015 jusqu'à 2018, on a eu du bon et du moins bon à ce niveau-là, et à partir de 2018, bye bye Marvel. Heureusement, Netflix ne peut pas être résumé qu'au seul partenariat avec Marvel. Très tôt, la plateforme se sent investie d'une mission, et cette mission, c'est la qualité. C'est de pouvoir récupérer des auteurs qui n'ont pas la chance de s'exprimer au travers du cinéma, de pouvoir s'exprimer en fait sur cette plateforme. Donc très vite, on retrouve déjà ceux qui sont mis au banc de la production cinématographique, que sont en fait les sœurs Wachowski. Les sœurs Wachowski, bon, c'était quand même une succession d'échecs au cinéma, hein, donc c'est-à-dire Speed Racer, Cloud Atlas et le Jupiter Ascending, même s'il était pourri rigolo, c'était quand même pas une grande date cinématographique. Donc là, on leur offre la possibilité de développer en fait leur propre projet qui va s'appeler Sense8. Et Sense8, ça fait partie quand même des grandes réussites de Netflix. Parce que Sense8, sur un postulat classique en fait, c'est-à-dire 8 personnages dispatchés à travers le monde qui communiquent de manière télépathique, c'est aussi un canevas qui leur permet en fait de mixer, on va dire, différents genres. Et la force de l'œuvre des Wachowski sur Netflix, c'est de multiplier les tournages en décor naturel et de pouvoir mixer les genres. Et ça, pour ceux qui ont pu voir ne serait-ce qu'un seul épisode de Sense8, ça saute aux yeux directement, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une telenovela mexicaine du coup à un film à une ambiance yakuza, et puis ensuite à un film policier qui se déroule dans les rues de New York. Donc c'est un mélange des genres qui est quand même fantastique, et ça se permet beaucoup de choses qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, ni au cinéma, ni en télévision. C'est-à-dire que ça va traiter en fait aussi de thèmes et de communautés qui ne sont pas abordés de manière traditionnelle au cinéma. C'est-à-dire homosexualité, transsexualité, hétérosexualité, le tout mélangé. Vous avez quand même des épisodes où on assiste en plein face caméra à un accouchement, voilà, face caméra en plan séquence, sur de la musique classique. Voilà. Donc c'est un mélange des genres, et c'est vrai que les Wachowski transcendent un petit peu les limites de la plateforme pour nous offrir un spectacle de tous les sens. Voilà. Donc ouais, Sense8, ça fait quand même partie du must-see, des choses qu'on doit voir absolument en fait sur la plateforme Netflix. Donc ça, premier point intéressant, dès 2015, Sense8 au top. 2015, c'est aussi l'arrivée d'une série spin-off tant attendue, c'est-à-dire Better Call Saul. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'au lancement de Netflix, on a pu redécouvrir la série Breaking Bad. Et très vite, Vince Gilligan, ancien transfuge de Chris Carter à l'époque de X-Files, se met en tête de livrer du coup un spin-off sur un des personnages récurrents de Breaking Bad, c'est-à-dire Saul Goodman. Donc aujourd'hui, Better Call Saul, c'est quoi? C'est l'équivalent de 5 saisons, donc c'est-à-dire qu'on est arrivé au même niveau que Breaking Bad. Bon, certains se triturent en fait l'esprit à savoir, est-ce que Better Call Saul c'est mieux que Breaking Bad, ou est-ce que Breaking Bad c'est mieux que Better Call Saul? Je pense que c'est un faux débat. Donc les deux séries se complètent à merveille. Donc en termes d'esthétique, Vince Gilligan, c'est quand on le savait à l'époque de Breaking Bad que c'était l'émergence d'un vrai showrunner, et donc on en a la preuve avec Better Call Saul. Alors bien entendu, Better Call Saul est en termes de rythme du coup à la série télé ce que va être en fait le travail de Nicolas Winding Refn au cinéma. C'est-à-dire que niveau action, il va falloir prendre son temps. C'est-à-dire que ce sont des mouvements de caméra, c'est-à-dire une scénographie, une mise en place des personnages qui prend son temps, et c'est aussi ce qui fait la qualité en fait de cette série. C'est-à-dire que Better Call Saul, c'est en fait on s'installe confortablement et on prend le temps de voir les personnages évoluer en fonction de leur choix. Donc ça, c'est encore un parti pris esthétique très fort de la part de Vince Gilligan, et également de la part de Netflix, qui permet en fait de voir
ce genre de programme qui augmente la qualité de la plateforme. On continue ensuite avec une série dédiée aux narcotrafiquants, au narcotrafic, qui s'appelle Narcos, développée par José Padilla. José Padilla, c'est pas n'importe qui, c'est un réalisateur d'action brésilien qui avait fait Troupe d'élite et aussi le remake de Robocop, qui est un petit peu oubliable, même s'il n'a pas eu les coups des franches. Donc Narcos, c'est aussi 3 saisons menées tambour battant et la découverte de l'acteur Pedro Pascal aussi, qui deviendra une figure récurrente des productions Netflix. Donc Narcos au top, c'est aussi la production de la 3e saison de Black Mirror de Charlie Brooker, voilà, qui était un petit peu dans l'impasse niveau budget à l'issue de la saison 2. Donc là, c'est la relance de Black Mirror avec un meilleur budget, de meilleurs acteurs, et c'est l'explosion, parce que Black Mirror, maintenant, vous en parlez à n'importe qui, tout le monde connaît, donc série de science-fiction d'anticipation, et ça permet, Black Mirror, c'est aussi un laboratoire pour Netflix, ils vont développer dès 2018 l'un des premiers films interactif qui est un dérivé de Black Mirror qui s'appelle Bandersnatch. Donc du coup Black Mirror, gros laboratoire en termes scénaristiques pour Netflix, et je reviens sur ce côté film interactif via Bandersnatch. Oui, certains me diront mais ça a déjà été tenté, d'accord, mais pas à une aussi grande échelle. Il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui Netflix, c'est pas moins de 167 millions d'abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de frappe d'une plateforme comme Netflix aujourd'hui. N'importe quel studio rêverait d'avoir une force de frappe aussi énorme que celle dont dispose Netflix. Donc Black Mirror, donc bon coup également. On reste en 2016 avec la volonté de Netflix de développer en fait vis-à-vis des accords dans les pays où est disponible la plateforme des productions locales. Donc c'est pour nous Cocorico, c'est Marseille, du coup avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel. Bon là pour le coup c'est un loupé, hein. Voilà, on va le dire, hein, Marseille c'est naze, voilà, donc pas besoin de développer plus que ça. On continue aussi sur la même année de 2016 avec il récupère le réalisateur Baz Luhrmann. Donc Baz Luhrmann, c'est quand même Moulin Rouge, c'est Roméo plus Juliette, donc c'est pas un inconnu, et il développe en fait une série sur la naissance du hip-hop, mi-comédie musicale, mi-fresque historique, qui s'appelle The Get Down. Donc The Get Down, ça explose le budget, ça devient des budgets pharaoniques en termes de tournage. D'ailleurs ça sera stoppé à l'issue de la partie 2 pour ces raisons là, mais je vous le conseille fortement, c'est pareil, c'est quand même fantastique, The Get Down. 2016, c'est aussi l'arrivée de la série phare, qui deviendra la série phare de Netflix, qui est Stranger Things des frères Duffer. Donc Stranger Things, c'est quoi? C'est un hommage à toutes les productions en blind des années 80-90, donc c'est sous perfusion de Steven Spielberg, c'est du travelling, c'est du cinémascope, c'est de la musique électronique au synthé, c'est des posters de Evil Dead dans la chambre des gosses, c'est des vieilles consoles, c'est du vintage, et ça marche. Donc ça marche non pas parce qu'on s'y attendait, c'est parce que l'algorithme a bien détecté les attentes, voilà. Donc au niveau des spectateurs, on a vu la montée en fait, que ça soit au niveau vestimentaire, musical, au niveau des prods cinématographiques, le retour aux années 80, donc Netflix n'allait pas louper le coche, voilà. Donc Stranger Things aujourd'hui c'est bientôt 4 saisons, donc ça fonctionne super bien. Donc moi, en tant qu'aficionados de cinéma de genre, j'étais agréablement surpris par la saison 1. La saison 2, voire la saison 3 sont légèrement en dessous, l'effet de surprise étant moins présent, mais c'est quand même de la haute qualité, et on sent que les Duffer Brothers veillent au grain pour maintenir le cap. Donc Stranger Things, hautement conseillable. Même année 2016, on dira que c'est quand même l'année pas loin de la SF sur Netflix. C'est le développement d'une série atypique qui est The OA. The OA, c'est pour The Original Angel 2, et avec Brit Marling. Alors The OA, c'est un peu what the fuck en termes de série. C'est-à-dire que déjà, la créatrice, elle en a rien à foutre de la structure. Donc c'est-à-dire que vous pouvez enchaîner des épisodes d'1h30 et avec des épisodes de 42 minutes. Le pilote, c'est vraiment entre guillemets, je t'emmerde en termes de ma structure, je fais mon histoire, et je crois que le générique de la série, il arrive au bout d'1h20, s'il me semble bien.
Donc, The OA, c'est pas pour tout le monde quand même, hein. C'est quand même assez perché. Faut suivre un petit peu le délire, voilà, faut pas... Et Brit Marling, elle frôle, en fait, elle est telle un funambule, elle oscille entre le chef-d'œuvre et les moments de la honte. Donc ça se joue à rien du tout, mais ça fonctionne quand même. Donc aujourd'hui, The OA, c'est quand même fréquentable, mais c'est pas non plus, on va dire, la série qu'on se regarde le samedi soir tous ensemble. Donc 2 saisons à son actif. 2017, c'est aussi l'ouverture aux autres pays européens. Et ben du coup en Allemagne on développe un petit peu son Stranger Things-like avec Dark. Alors je vais vous le dire, ouais je suis un petit peu un nazi entre guillemets des fois. Moi l'Allemagne j'ai un peu de mal. Voilà. Donc j'ai essayé, hein, je me suis forcé à regarder Dark, hein, ça a des qualités etc. Mais putain de merde, ça tire la tronche, on a envie de se tailler les veines quand on regarde un épisode de Dark. Donc voilà. Donc je reconnais la qualité, honnêtement pour moi, voilà, j'ai pas réussi à accrocher aux premières minutes. Ensuite 2017 c'est aussi l'arrivée d'un autre mastodonte pour la plateforme qui est la Casa de Papel, développée par nos compatriotes espagnols. Donc la Casa de Papel, c'est développé par Alex Pina et c'est fantastique parce que ça rappelle les grandes heures du coup de 24 heures chrono. Voilà. Donc c'est, y a quand même un transfuge à la production de 24 heures chrono derrière, mais ouais, c'est du rebondissement à tous les niveaux. Moi, je suis quand même impressionné en termes de qualité de ce qu'ont pu produire nos amis espagnols. Donc voilà, il n'y a aucune limite en termes d'action, il y a du rebondissement à tout va. Bien entendu que c'est un petit peu en mode over the top, comme un Fast and Furious. Voilà, faut avoir un peu de suspension d'incrédulité, mais le concept fonctionne plutôt bien. Jusqu'à la 3e saison, ça sait tenir en haleine, donc messieurs les Espagnols, chapeau bas. Je ferai aussi du coup une parenthèse sur le côté espagnol avec la série aussi Elite, série un peu plus teenager, et pareil, putain, ça se permet des choses en Espagne que ne se permettent aucune autre série, et ouais, ça tient en haleine, c'est plutôt bien produit qualitativement parlant, donc ouais, je le redis encore une fois, amis espagnols, chapeau bas sur vos prods, voilà, vous savez prendre des risques. Alors bien entendu, hein, je me permets de rappeler aussi que je suis pas en mode exhaustif sur le listing de ce qui est disponible sur Netflix, hein. Ça reste orienté cinéma de genre, ça reste aussi ce que j'ai pu trouver intéressant, donc gardez en tête que je vous fais pas non plus un abécédaire de ce qui est disponible en fait sur cette plateforme. Donc là, pour l'instant, je me consacre essentiellement en fait au contenu sérialesque, aux séries. Après, je ferai un petit point aussi sur les films originaux développés par Netflix. Donc au niveau des séries, on va passer, du coup on est en 2017, on reste sur l'année 2017. C'est aussi l'arrivée de 13 Reasons Why, voilà, donc parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'au niveau de l'algorithme, on a bien su trouver sa cible. Donc il y aura beaucoup de contenu qui s'adresse aux adolescents, aux pré-adultes. Donc 13 Reasons Why, c'est quand même du qualitatif, mais ça reste aussi un produit américain un petit peu puritain. Donc ça y traite des problèmes des jeunes, et notamment du suicide et du viol, mais à grand renfort de messages à caractère informatif au début du contenu, avec les acteurs qui vous disent si vous aussi vous êtes victime de violence, etc., n'hésitez pas à vous rendre sur tel site ou telle adresse ou à en parler à vos proches. Donc on sent qu'il y a un côté coupable, pas coupable de produire ce type de contenu. Donc 13 Reasons Why, c'est l'histoire de quoi ? C'est l'histoire en fait du coup d'un viol plus d'un suicide, et d'une personne qui se confie au travers de 13 cassettes audio. Alors ça m'a fait marrer un petit peu, parce que 13 cassettes audio, du coup c'est surtout 13 épisodes, donc on voit bien les grosses ficelles en termes de scénario, et surtout que chaque personnage a droit à sa cassette. Et chacun des personnages va écouter les 13 cassettes en entier. Alors que dans la réalité, chacun aurait été directement soit à la dernière cassette pour comprendre le but de la manœuvre, ou soit à la cassette qui nous concerne directement. Donc, mis à part ça, en termes qualitatifs, c'est quand même super bien produit. Je fais une parenthèse aussi en termes de qualité. Il faut savoir quand même que Netflix, ça fait appel à des caméras RED qui tournent en 8K. Donc c'est-à-dire que même parfois c'est supérieur à une prod ciné. Voilà. Donc on a mis les gros moyens. Gardez en tête que Netflix à la base en 97, c'était une plateforme pour se faire envoyer des DVD et les renvoyer par la poste, hein. Voyez l'évolution. Donc
Donc ça, 13 Reasons Why, c'est quand même pas mal. On enquille aussi avec du lourd, avec une nouvelle prod de David Fincher. Donc après House of Cards, on lui redonne la main, et là, du coup, il va s'attaquer à un sujet qu'il aime beaucoup. Donc c'est-à-dire que après Seven, après Zodiac, on revient sur du serial killer, et là, on s'attaque un petit peu à la naissance, du département du FBI, qui est lié au comportement des psychopathes. Donc la création de ce département, et c'est la série Mindhunter. Donc Mindhunter, ça a le goût, ça a l'odeur et ça a le look d'une prod et d'une réalisation Fincher. C'est millimétré en termes d'éclairage au poil de cul. Voilà. Donc, point de rigolade dans cette série, ça nous permet aussi de retrouver du coup celle qui nous avait manqué au travers de Fringe, c'est-à-dire Anna Torv aussi. Donc voilà, Mindhunter aujourd'hui, c'est quand même 2 saisons, c'est largement recommandable. Donc ça, pour ceux qui sont fans du travail de Fincher et qui aiment aussi des vrais bons putains de thrillers, ouais, Mindhunter, ça reste quand même la base. On bascule sur l'année 2018. En 2018, du coup, c'est l'arrivée sur la plateforme de leur vraie première production en termes de série de SF, qui est Altered Carbon. Donc adapté de l'œuvre littéraire du même nom. Altered Carbon, c'est produit par Laeta Kalogridis, qui était à la production d'Avatar et au scénario de Battle Angel Alita. Petite parenthèse sur Battle Angel Alita, moi, j'ai pas trouvé ça super génial. Parenthèse refermée. Donc Altered Carbon, c'est une volonté du coup de surfer sur la vague aussi SF qui est revenue en avant avec Blade Runner 2049. Donc c'est un univers qui est riche, on sent qu'il y a du pognon à l'écran, et ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que au niveau de l'acteur principal, qu'on avait déjà dans le rôle principal du Robocop de José Padilla, il traîne son spleen en mode film noir comme on l'avait dans le Blade Runner original, à coup de punchline. Voilà, en gros, pour résumer, il y a de l'action, il y a du cul, ça bouge dans tous les sens, il y a du rebondissement. Ouais, franchement, Altered Carbon saison 1, ouais, franchement, moi, j'ai adoré. Ça fonctionne bien, donc l'amateur de SF que vous êtes ne peut qu'adorer cette saison 1. Par contre, saison 2, eh ben patatras, pas la même histoire. Donc, rappelons quand même, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Altered Carbon, ça se passe dans un futur très loin de nous, et à ce moment-là, chacun peut être sauvegardé au niveau d'une pile qui se trouve dans la nuque, et ça permet aussi au scénariste de pouvoir, entre chaque épisode ou chaque saison, de changer d'acteur principal, parce que sa conscience est transférée dans un autre corps. Donc, acteur principal incarné par Joel Kinnaman, et les choses commencent à se gâter, parce que dans la saison 2, eh ben, l'acteur principal, c'est Anthony Mackie. Et Anthony Mackie, c'est qui ? Eh ben, c'est le Faucon dans l'univers Marvel. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre la saison 1 et la saison 2, c'est que tout ce qui faisait le charme de la saison 1, c'est-à-dire l'espèce de spleen en mode fuck you attitude qu'avait Joel Kinnaman, eh ben, ça disparaît complet pour laisser place aux mâchoires serrées d'Anthony Mackie. Donc, il y a vraiment, en termes d'action, en termes aussi sensualité, etc., bah, tout ce qui faisait le charme de la saison 1 a disparu dans la saison 2. Donc on se retrouve en fait avec un produit SF lambda. On sent aussi que le budget est un peu moindre, voilà, on navigue moins, c'est moins joli, c'est moins... Voilà, on va dire qu'il y a un peu moins d'envie à l'intérieur. Donc j'ai envie de dire, saison 2, copie passable. Et on clôture cette année 2018 avec un événement marquant, l'arrivée sur la plateforme de Haunting on Hill House signé Mike Flanagan. Alors Mike Flanagan, c'est devenu en l'espace de 2 ans, depuis à peu près 2016, le réalisateur maison au niveau du fantastique pour Netflix. Donc Mike Flanagan, c'est une sorte de Jim Mickle, de Ty West, avec un soupçon de John Carpenter pour le respect par rapport aux matériaux de base. Donc Haunting on Hill House, pour ceux qui ont déjà consommé du film de maison hantée, ça ne révolutionne rien, mais c'est suffisamment respectueux et suffisamment bien emballé pour amener, on va dire, un soupçon de nouveauté à un genre largement galvaudé. L'année 2019, c'est un petit peu l'année de tous les dangers pour Netflix. C'est-à-dire qu'on sent que la plateforme a envie de s'aventurer sur différents terrains, et c'est surtout pour se démarquer de la concurrence et de la pression de ces nouveaux concurrents au niveau des plateformes de streaming. Donc sur cette année 2019, on retrouve une adaptation de comic book, Umbrella Academy, qui est une réponse directe en fait à l'adaptation de Watchmen qui se monte sur une autre plateforme, et à surtout The Boys chez Amazon Prime. Mais c'est aussi l'année où débarque la première production horrifique en termes de série télé,
typiquement française qui s'appelle Marianne. Et Marianne, c'est produit par Samuel Baudin. Alors Samuel Baudin, pour certains, c'est un inconnu. Nous, en termes d'aficionados du fantastique, on l'avait déjà vu arriver il y a quelques années avec un court-métrage autoproduit, donc tourné de manière complètement autonome, qui s'appelait Welcome to Oxford, qui était une adaptation de comic book, et c'était hyper vénère. Donc Marianne, ça mélange humour, gore, et on retrouve le mélange qui avait fait la recette et le succès des Evil Dead. Donc Monsieur Baudin, chapeau bas pour votre Marianne, ça fonctionne du tonnerre, et c'est 100% français. 2019, c'est aussi l'arrivée sur la plateforme de The Witcher, une licence d'heroic fantasy achetée grassement par Netflix pour venir concurrencer Game of Thrones et récupérer l'audience des déçus de la fin de cette série. L'année 2019 se clôture par une nouvelle prise de risque de Netflix, c'est-à-dire livrer une suite au Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz. Donc là, on s'attaque à une œuvre matricielle devenue culte avec le temps, et il nous livre du coup une espèce de pré-séquelle intitulée Le Temps de la Résistance. Et tout ça chapeauté par Louis Leterrier, oui, vous avez bien suivi, le réalisateur français bourrin, derrière l'incroyable Hulk et quelques productions Besson. Donc c'est vraiment le retour à une animation et aux animatroniques de l'époque, mais on va dire emballé par les techniques actuelles digitales, et vraiment c'est un régal de tous les instants, une série que je vous conseille. On profite de ce début d'année 2020 pour commencer à faire le bilan un petit peu sur les séries télé produites par Netflix. Donc on fait ce bilan là maintenant, pourquoi ? Parce que toutes les productions sont stoppées à cause de la pandémie de coronavirus, et la seule chose qu'on ait pu se mettre sous la dent en début d'année, c'est quoi ? Et ben c'est la nouvelle production qui est Lock and Key, chapeautée par Joe Hill, auteur du comic book original. Donc Joe Hill, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils de Stephen King, et il livre là en fait une œuvre, on va dire familiale. On aurait pu s'attendre à quelque chose de plus horrifique comme la bande dessinée, mais un conte fantastique, et pour l'instant, c'est-à-dire que c'est mi-figue, mi-raisin. Donc au niveau du contenu sérialesque, ça fait quand même maintenant 5 ans que Netflix a complètement changé la manière de consommer une œuvre télévisuelle, et oui, la télé traditionnelle, ça lui a fait du mal. Il n'y a qu'à voir le changement opéré du coup par Canal+, l'arrivée de plateformes émergentes comme Amazon Prime, mais à l'heure actuelle, à l'heure du bilan, oui, Netflix reste quand même en tête. Le seul studio, le seul concurrent sérieux qui peut lui faire du mal, c'est bien entendu Disney+, et à l'heure où j'enregistre ce podcast, Disney+ n'est pas encore disponible en France. Petite parenthèse sur le service Prime Video d'Amazon. Si jusqu'à présent je trouvais que c'était une version de Netflix sans le sou, j'ai complètement changé d'avis depuis que je me suis farci en fait la première saison de Hunters. Hunters, c'est produit par Jordan Peele. Jordan Peele, c'est qui ? C'est l'un des derniers grands réalisateurs émergents qui est derrière Get Out et Us, et ça se permet un gros délire. Donc c'est-à-dire on va prendre l'idée en fait, pour ceux qui ont suivi la carrière de Quentin Tarantino et notamment Inglourious Basterds et son délire sur le côté groupe, on va dire groupe de mercenaires juifs qui traquent Hitler, ben là on prend des faits historiques comme l'opération Paperclip, c'est-à-dire la venue de l'intelligentsia nazie aux États-Unis pour participer au programme spatial, on secoue bien. Et du coup, on obtient quoi ? On obtient une série en fait avec un groupuscule secret du coup de combattants juifs venus débusquer les nazis cachés sur le territoire américain. Donc c'est un gros délire 70s, donc, et ça alterne beaucoup de choses, beaucoup de messages politiques et critiques sur les États-Unis, sur la politique américaine, et c'est un gros délire bien jouissif. En tout cas moi, pour ma part, ça m'a réconcilié avec la plateforme Prime Video. On attaque maintenant la dernière partie de notre podcast dédié à la VOD, pour ou contre la VOD, pour ou contre Netflix et ses amis. Si on a déjà donné des éléments de réponse, notamment au niveau du contenu sérialesque produit, au niveau des séries télé, on a bien compris que c'était quand même une révolution et que la qualité est présente. Qu'en est-il maintenant des films originaux Netflix, c'est-à-dire produire une œuvre cinématographique qui ne sortira pas en salle, ou voire très peu ou de manière confidentielle, mais dédiée en fait à un public qui reste en fait dans son salon, équipé avec des home cinéma ou non, ou qui va regarder en fait sur un smartphone ou une tablette. Donc c'est un sujet en fait qui fait débat, notamment au niveau des réalisateurs du Nouvel Hollywood. Beaucoup de gens comme Spielberg, comme Coppola, comme Brian De Palma ont pris la parole. On pourrait les taxer également de vieux cons, voilà, parce que effectivement là ils sentent un danger. On voit même aussi que le
festival de Cannes a du mal à sélectionner des œuvres Netflix parce que ça va à l'encontre, on va dire qu'il y a une espèce de refus d'évolution, de voir que le support évolue et que les salles de cinéma ne sont plus le lieu en fait de la révolution visuelle. Donc très tôt, Reed Hastings a commencé à produire, à acheter en fait des licences et à produire des suites qui n'étaient pas forcément attendues. Ça commence en 2016 avec une suite à Tigre et Dragon, voilà, donc qui arrive bien tardivement, et c'est dirigé par Yuen Woo-ping. C'était celui qui avait réglé les cascades en fait du premier film, qui a réglé les cascades aussi de la trilogie Matrix, et qui est aussi un artisan chevronné et très connu du coup au niveau des cascades, des combats réglés sur les films de Tsou-Arc. Donc Tigre et Dragon 2, ça casse pas trois pattes à un canard, ça a le mérite d'être fourni sur la plateforme, donc souvent, et c'est un petit peu la problématique, on le verra, de ces œuvres produites pour Netflix, c'est un côté un petit peu direct to vidéo, DTV de luxe. Donc Tigre et Dragon 2, une suite pas forcément attendue, ça se laisse regarder, mais c'est pas complètement ouf. On enchaîne aussi avec une autre suite, mais qui était vraiment loin d'être attendue, la suite au Pee-wee Herman de Tim Burton. Donc c'est un film de la fin des années 80, c'est le premier film de Tim Burton. Ça mettait en scène du coup l'acteur Paul Rubens qui s'adresse en fait aux plus jeunes, et le problème c'est que sa carrière a assez vite arrêté parce que c'est un pédophile notoire. Donc revoir une personnalité comme Paul Rubens atterrir sur Netflix et de nouveau s'adresser aux enfants, donc je suis d'accord avec vous, il a peut-être payé sa dette envers la société. Autant vous dire que ce Pee-wee Big Holiday signé par John Lee et débarqué en 2016 sur Netflix, j'y ai pas jeté ne serait-ce qu'un œil dessus. Donc 2016, c'est aussi Mike Flanagan qui nous livre un Ne t'endors pas, un film fantastique dont il a le secret, qui est très fréquentable, que je vous recommande fortement. Donc ça, c'est quand même un bon point pour une première œuvre, mais après ça reste du low budget et ça a toujours quand même un aspect un petit peu DTV, même si Mike Flanagan amène un petit peu son savoir-faire cinématographique à l'intérieur. On enchaîne aussi avec un autre réalisateur qu'on n'attendait pas forcément sur la plateforme, qui est MCG. Voilà, donc ça c'est une abréviation pour un réalisateur qui a déjà officié sur Charlie Angels et notamment sur le Terminator 4 Renaissance, qui n'était pas si mauvais que ça au final quand on regarde le Genesis et le Dark Fate. Donc The Babysitter, ça a le scénario qui tient sur un post-it, c'est une babysitter maléfique, donc ça amène son lot en fait d'horreur teenager matinée de soutifs et de petites culottes. Ça se laisse regarder, mais pareil, ça reste du DTV de luxe. On enchaîne avec un Bong Joon-ho avec Okja, et là de suite en fait en 2017 avec cette œuvre là on sent que Reed Hastings a envie de se frotter au festival et a envie de reconnaissance. Ça rappelle un petit peu ce qu'a fait la Canon en produisant certaines œuvres, c'est-à-dire à perte, pour essayer de se faire en fait de se faire un petit peu une petite gloire en festival. Et Okja en fait c'est déjà un premier opus, une première réussite pour Netflix, qui commence à faire parler d'elle sur notamment le réseau traditionnel cinématographique, c'est-à-dire celui des festivals. On arrive à la fin de l'année 2017 et c'est l'arrivée de Bright starring Will Smith. Alors là, c'est gros budget sur un scénario signé Max Landis. Alors Max Landis, c'est le fils de John Landis qui avait déjà signé le scénario de Chronicle, donc super found footage, super héroïque. Et Bright, j'ai envie de vous dire, c'est un mélange de polar et d'heroic fantasy. Ce sont des elfes et des orques dans un futur dystopique qui se partagent en fait la rue avec les humains. On a un Will Smith qui est en mode je serre les dents et je viens payer mon loyer. Honnêtement, c'est du Z à gros budget, ça se regarde sans déplaisir, c'est pas non plus ouf. On continue avec une adaptation de manga, le Death Note, signé Adam Wingard. Donc Adam Wingard, ça a signé aussi le remake du projet Blair Witch, pareil, c'est pas non plus dingue en termes de remake. Et il est aussi, petite news, derrière le Godzilla versus Kong qui va débarquer, si tout va bien, si le coronavirus s'arrête, qui devrait débarquer cette année. Donc Death Note, écoutez, ne criez pas, je suis pas forcément très fan de manga, je l'ai regardé avec un certain plaisir, c'est plutôt bien emballé, donc moi Death Note, je vous le recommande fortement.
On continue sur la même année 2017 et Reed Hastings récupère les droits au niveau des adaptations de certaines œuvres de Stephen King et voit débarquer à la fois Jessie et à la fois 1922. Et Jessie de Mike Flanagan, donc Jessie adapté du roman éponyme de Stephen King qui était réputé inadaptable, et Jessie c'est quand même une grosse réussite. J'ai été clairement impressionné, notamment par la qualité du film et la qualité de l'interprétation de Carla Gugino que j'apprécie beaucoup en tant qu'actrice. Donc Jessie c'est quand même une belle réussite Netflix, et 1922 est interprété par Thomas Jane. Donc Thomas Jane c'était un mauvais Punisher, mais c'est aussi un acteur que j'aime beaucoup. Je l'appelle un petit peu le Samuel Le Bihan américain. Donc 1922 c'est pareil, c'est quand même une jolie adaptation d'une nouvelle de Stephen King. On enchaîne sur l'année 2018 qui voit arriver la nouvelle œuvre de Gareth Evans. Gareth Evans, c'est le diptyque The Raid, et avec le bon apôtre, il nous livre un conte horrifique, celtique, païen, à base de torture médiévale. C'est ultra bourrin, c'est interdit au moins de 18 ans. Moi j'avais regardé ça dans l'avion sur un vol New York-Paris, et ça m'a bien retourné l'estomac, pourtant il m'en faut. Donc le bon apôtre a réservé aux aficionados de torture médiévale, mais c'est quand même largement fréquentable. Ensuite, c'est au tour de Andrew Niccol de nous livrer de nouveau un film dont il a le secret, un film futuriste, une anticipation avec Anon, starring qui déjà Amanda Seyfried, starring Clive Owen, et j'ai envie de vous dire, c'est un retour aux affaires du réalisateur de Bienvenue à Gattaca. Donc Anon, moi j'ai beaucoup apprécié et je vous le conseille fortement. 2018, c'est aussi la volonté de nouveau de Reed Hastings d'aller chercher du trophée dans les festivals, et il y arrive avec le Roma de Alfonso Cuarón. Est-ce qu'il est besoin de présenter Alfonso Cuarón ici même? On enchaîne aussi la même année, donc vous voyez quand même, il y a cette volonté, on regarde Gareth Evans, Andrew Niccol, Alfonso Cuarón, qu'est-ce qui manque du coup au palmarès? Et pourquoi pas un nouveau film des frères Cohen avec La balade de Buster Scruggs. Et c'est un film choral, un film à sketch. J'ai envie de vous dire, c'est un petit frère Cohen. C'est une petite friandise, c'est pas une grande œuvre des frères Cohen, mais ça reste, on va dire, ça reste niveau qualitatif une base au niveau des frères Cohen, une petite récréation dans leur filmographie, donc c'est pas fou. On enchaîne sur l'année 2019 qui est l'année du sacrement cinématographique de Netflix. Donc là, je vais vous parler dans un premier temps d'un petit film, alors pour certains c'est un petit film, qui est le Triple Frontière de J.C. Chandor. Alors ce qu'il faut savoir avec Triple Frontière, c'est qu'il faisait partie des scripts les plus convoités à Hollywood, donc autant vous dire que Reed Hastings a sorti le chéquier. Donc ce film-là, Triple Frontière, c'est un film de casse à ciel ouvert, ça mélange film d'aventure, film d'action et film de casse, avec un casting 5 étoiles, Ben Affleck, Charlie Hunnam, Oscar Isaac, Pedro Pascal et Gareth Edlund qu'on n'avait pas revu dans un aussi bon rôle depuis au moins Tron Legacy. Et comment vous dire qu'un film qui commence avec un morceau de Metallica et qui termine avec un autre morceau de Metallica ne peut être qu'un très bon film. Donc vraiment Triple Frontière, c'est une agréable surprise, et on sent aussi qu'au niveau de son background, on sent qu'il y a eu l'influence notamment de notamment du grand Michael Mann qui s'est posé un petit peu un temps sur cette adaptation. Il y a aussi la patte de Catherine Bigelow qui était pressentie aussi à la réalisation et qui a dû abandonner. Donc vraiment c'est mené tambour battant et c'est vraiment très fréquentable. Ensuite, on continue sur cette année 2019 avec le retour de Vincenzo Natali. Donc Vincenzo Natali qui avait fait forte impression au début de sa carrière avec le film Cube, qu'on avait revu avec le très bon Splice, et qui revient avec une autre adaptation de Stephen King qui est dans les hautes herbes et qui est en fait un huis clos à ciel ouvert. Donc voilà, tour de force réussi pour ma part au niveau de ce huis clos horrifique à ciel ouvert. Le point d'orgue cinématographique pour Netflix est atteint en fait avec la sortie de The Irishman de
Martin Scorsese. Donc c'est une chronique de gangsters, comme les affectionne particulièrement Martin Scorsese, qui avait été annoncée depuis des années, et là vraiment Reed Hastings a sorti de chéquier pour obtenir la reconnaissance au niveau d'Hollywood, au niveau de ses abonnés, pour dire voilà, moi j'ai le dernier Martin Scorsese sur ma plateforme. Donc autant vous le dire tout de suite, The Irishman, ça alterne le bon comme le moins bon. Moi, ce qui me pose vraiment problème en fait sur cette œuvre, c'est le rajeunissement numérique des acteurs. Donc ça me pose un problème. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être pas, mais pour moi oui, parce que forcément les Robert De Niro, les Joe Pesci, on les a déjà vus plus jeunes avant, et le plus jeune numérique qui est proposé dans ce film ne correspond pas à l'acteur jeune tel qu'on l'a pu le voir dans d'autres films. Donc ça casse un petit peu la suspension d'incrédulité, et c'est vrai que ça demande un effort supplémentaire pour entrer dans le film. Autant vous le dire de suite, oui, The Irishman, c'est quand même une grande œuvre de Martin Scorsese, mais avec ce bémol, on va dire technologique, qui remet un petit peu en question les choix stratégiques de Martin Scorsese. Alors oui, une plateforme comme Netflix est en train de révolutionner durablement notre façon de consommer une œuvre cinématographique, mais par contre, j'ai envie de vous dire, peut mieux faire au niveau des longs métrages. Il y a encore du travail, notamment au niveau du rôle de ce qu'est un producteur exécutif. Beaucoup de films qui sont sortis en fait sur cette plateforme manquent cruellement d'encadrement et de vision globale. Les films qu'on retient le plus sont des films issus en fait de réalisateurs, des œuvres en fait qui ont été portées par des réalisateurs visionnaires. On pense à Martin Scorsese, on pense à Andrew Niccol, on pense à Mike Flanagan. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que le streaming ne va pas remplacer en fait la salle obscure. Donc aujourd'hui, le streaming est un bon complément, on va dire, à votre collection de Blu-ray, à vos séances de ciné à l'extérieur, mais elle n'est pas encore prête à remplacer durablement en fait notre manière de regarder des films. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à le faire. Il est encore très perfectible, beaucoup de répétitions, je m'en rends compte au niveau des expressions, mais je trouve que le 1h15, 1h30 reste un format correct en termes d'écoute. Je vous donne rendez-vous en fait sur les pages Facebook et Instagram pour lire vos commentaires, et j'espère revenir très vite. Normalement, le rythme de croisière que j'aimerais adopter, c'est à peu près un podcast par mois, que ça soit sur un réalisateur ou sur un sujet intéressant, comme peuvent l'être en fait la VOD, ou même le renouveau de l'édition Blu-ray. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.